Winter, donc tu es venu nous parler aujourd'hui de Blade Runner. Est-ce que tu es un répliquant? Eh bien, écoute, je suis prévu, je passe mon test Voigtkampf vendredi matin. Très bien. Je suis un peu inquiet pour tout te dire. Ah ben, Ah, je vais t'en parler de ma mère, tiens. et une ambiance de merde, c'est parfait. Exactement. Bienvenue sur Popcorn en plus. Et on parlera peut-être aussi des tortues, surtout quand on les trouve sur le dos et savoir ce qu'on fait. Voilà. Et ben, c'est grave. Voilà, 82, tu disais, Oui. effectivement, c'est l'année de sortie de ce film. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie, les copains? Oui. Sont-ils artificiels? Non, je ne suis pas assez riche pour ça. Ah ben au contraire, fais-y très attention parce que ça vaudra bientôt très 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 cher. Voilà, dans le monde de Blade Runner en 2019, la plupart des animaux de compagnie sont artificiels. Et Blade Runner, donc le film, est notamment centré autour d'un personnage dont on va parler, hein, un détective privé, un petit peu dans ce modèle-là, on peut dire, hein, là-dessus, et dont le rêve, notamment dans le bouquin initial de Kadik, est de s'acheter un vrai animal. Un mouton. D'ailleurs, Blade Runner est tiré de ce livre qui s'intitule réellement Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Et Et tu es sorti en quelle année, tu le sais par hasard? alors, écoute, il est sorti, je peux me tromper, je dirais 67 ou 68, je peux me tromper, mais c'est bien dans ces eaux-là, je crois. Voilà, hein. Donc effectivement, c'est vrai que ça nous paraissait sympa de revenir sur Blade Runner ce soir, parce qu'il y a notamment Blade Runner 2049 qui est actuellement sur les écrans. Je pense qu'on en parlera dans la saison 1 de toute façon, Blade Runner 2049. J'en parlerai pas trop parce que je vais être obligé de dire pas que du bien et peut-être même pas beaucoup du tout. Mais Ça voilà. c'est dit. Ouais, voilà. Mais effectivement, bah, le Blade Runner original, 82, Ridley Scott, rapidement, effectivement, c'était, on va faire vite hein, sur la genèse, c'était un gros projet pour Scott qui avait déjà tâté la science-fiction en tutélant le génie directement, puisqu'il avait déjà commis Alien en 1979, le 8e passager. Et là, pour le coup, bah, les studios lui avaient confié l'adaptation de ce roman. Enfin, c'est même une nouvelle, en fait, à la base. Hein. Donc, Philippe K. Dick, c'est l'auteur. Je pense qu'on le connaît tous au moins de nom. Hein. Oh oui. Voilà. C'est une légende vivante de la Grosse pop culture référence. de toute façon. Ouais, Absolument, exactement. voilà. Robotique, avec Asimov et compagnie. Et complètement, ouais, totalement. Il est en plein dans cette ligne-là, avec des choses très intéressantes. Surtout si on recontextualise, moi j'aime bien aussi faire ça et le remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Philippe Cadic, on est en plein dans les années 60 et 70. On est en pleine contre-culture, donc le flower power, les hippies, les couleurs partout, le peace and love, mais il y avait effectivement les coulisses de cette contre-culture et de ce mouvement Flower Power. Il y avait le côté sombre, hein, beaucoup de gens disent que cette époque est morte avec Charles Manson, complètement. Et il y avait aussi un côté étrange finalement qui tenait à plein de choses, hein, c'est-à-dire cette promiscuité qu'il y avait, sexuelle y compris, de drogue, et qui a dit qu'il est assez symptomatique de tout ça. Et très clairement, il a réellement, et j'utilise exprès le terme, gratté la matrice, ce qui a été vraiment utilisé au pied de la lettre par un film bien plus tard, bien entendu, pour regarder un petit peu ce qu'il y avait derrière tout ça, derrière cette société. Il a projeté ça avec ses délires à lui. Hein, on y viendra aussi très très rapidement. C'était quelqu'un qui était relativement perturbé, un vrai génie, hein, un vrai fêlé. Les fêlés, ça laisse passer la lumière aussi, donc c'est pour ça qu'il était intéressant. Mais voilà, cette science-fiction de Philippe K. Dick, c'était vraiment passé à travers le prisme de ses obsessions. Alors là, on va mettre les pieds dans le plat, on va enfoncer des portes ouvertes. Qui connaît Dick n'apprendra rien, j'en suis désolé d'avance. Paranoïa, réalité ou pas. Des thèmes aussi liés à l'identité. Philippe K. Dick, notamment, est resté célèbre pour une phrase, moi, que j'adore, et qui nous dit que la réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsque tout le reste a cessé d'être. Et c'est une thématique qui est vraiment dans quasiment tous ces romans. On passera vite, on va vraiment revenir à Blade Runner, mais on citera Ubik, notamment, Haro Brustan, que j'aime beaucoup, et que la classe politique devrait lire. Et plein d'autres choses que j'oublie ou qu'on n'aura pas le temps de... Voilà. Mais Blade Runner, effectivement, il concentrait déjà tous ces thèmes, notamment ces trois thèmes, effectivement, dont on vient de parler, l'identité, la paranoïa, la réalité, y compris la réalité biologique ou synthétique de ses protagonistes. Et c'est d'ailleurs Blade Runner en 82, c'est quelque chose qui a mais totalement annoncé le transhumanisme.
Totalement. C'était très très en avance sur son temps là-dessus, hein, effectivement. Donc voilà, le matériau de base, il était donc très riche. Voilà, merci Philippe Cadic. Un amoureux des chats au passage, comme moi, donc je le dis. Tu crois qu'il avait un répliquant? Eh ben, écoute, je crois qu'il s'est demandé jusqu'à la fin de sa vie si c'était un répliquant ou pas, son chat. Et il a jamais, voilà, il a essayé de laisser quelques indices. Non, ça a pas. Il a jamais vraiment su. Il a essayé divers types de croquettes, y compris des synthétiques. D'accord. Ça n'a pas donné le fin mot de l'histoire. Voilà. Blade Runner, c'est aussi un habillage parce que c'est un film, c'est de l'image et c'est un habillage donc de Scott, mais également avec le concours d'un très très grand directeur artistique. J'ai pas beaucoup révisé pour tout vous dire, mais de mémoire, et sinon on me corrigera, c'était Sid Mead qui a travaillé sur les décors. En étant très influencé, et notamment Philippe, je sais que tu aimes beaucoup cette école aussi, par l'école européenne, Métal Hurlant, Moebius. Évidemment, c'est. Pour rappeler, en fait, avec Moebius, ils se sont connus en fait sur les préparations du film tentative de Dune de Jodorowsky, en fait, qui a essaimé après pas mal de projets intéressants dans la science-fiction. Mais... Absolument, et ça, c'est. Notamment Alien, qui est sorti des cendres du projet de Dune de Jodorowsky. Exactement, et ça, c'est un peu comme le Don Quichotte de Terry Gilliam, c'est quelque chose qu'on verra jamais, mais qu'on fantasmera toujours. Donc voilà. Alors effectivement, Métal Hurlant, voilà. D'ailleurs, au passage, on peut dire rapidement que Blade Runner, quand il est sorti, c'est plutôt fait massacrer. Oui. Parce que très très en avance sur son temps, Emmerich, je crois que tu... Ouais, on en avait parlé d'ailleurs l'année dernière dans les sujets des films qui ont fait des flops à leur sortie. Et c'est vrai que Blade Runner, ça a été un vrai massacre, un échec, et puis il est devenu culte dans la décennie qui a suivi au fur et à mesure. C'est quelque chose qui a trouvé son public, ça a grandi, c'est devenu culte effectivement, mais à la base, notamment Métal Hurlant l'avait assassiné en couverture sur un numéro qui est aujourd'hui très recherché. C'est Philippe Cadic qu'on assassine, et avec une critique complètement sur 7 ou 8 pages, je crois, de Philippe Manœuvre à l'époque. Au passage, entre parenthèses, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi notamment pour ça que Blade Runner 2049 est encensé au point qu'on connaît, parce que je pense que il y a peut-être un certain snobisme qui fait que ces critiques ne veulent pas réitérer ce qui s'est passé en 82. Alors je sais pas, mais je suis sûr qu'il y a un petit truc aussi de cet ordre-là. Alors, on l'a dit, transhumanisme, Blade Runner, on va revenir rapidement vraiment sur le fond du film, mais c'est un peu la naissance du cyberpunk. On rajoutera Gibson, William Gibson, qui a notamment écrit Le Neuromancien, qui est un de mes romans préférés. Et Gibson, faut s'intéresser, il faut lire Gibson au passage. Gibson a été soufflé par Blade Runner, notamment l'esthétique de Blade Runner. Il a vu le film, il a dit c'est le spectacle que je viens de voir à l'écran, c'est extraordinaire, c'est ce que j'essaye d'écrire moi-même. Donc ça avait beaucoup marqué effectivement. C'est des auteurs comme ça. Alors cyberpunk, transhumanisme, science-fiction, mais Blade Runner, le génie de tout ça, c'est aussi ce qu'on va appeler plus tard le néo-noir. Moi, je suis pas fan de tous ces termes, ces étiquettes, ces niches. J'aime pas trop ça. Mais c'est le cyberpunk, c'est aussi un grand mélange avec le film noir, avec les codes et les conventions du film noir. La lumière de Blade Runner, pour moi, c'est le pendant futuriste des clairs-obscurs, notamment de l'expressionnisme allemand. Ça, c'est pour moi très très clair. D'ailleurs, il ne faut pas oublier Metropolis quand on parle de science-fiction, notamment dans ces années-là. C'est toujours bien de remonter la filiation aussi. Certains décors, d'ailleurs, sont quasiment des copies qu'on carbone du film de Metropolis. Ouais. Totalement. Grosse inspiration là-dessus. Et également, on citera rapidement Robocop au passage, puisque en 87, Verhoeven avait... c'était grandement inspiré du look de Robocop par rapport, bien sûr, au robot de Metropolis. Aussi. Et pas que. Alors voilà, il y a cette ambiance dans ce film, cette ambiance effectivement film noir. Il y a une architecture qui est complètement cyclopéenne, avec ces espèces de cette immensité. C'est une ville en fait dans le roman qui réunit, je crois, sauf erreur, c'est une hyper mégapole qui s'étend de San Francisco à New York. Enfin une espèce de conurbation totalement cauchemardesque. Ce qu'on peut appeler le Rusted Future. C'est Blade Runner qui a permis de créer ce terme, le Rusted Future. C'est-à-dire que faut pas que ça brille. C'est une société qui a quand même un sale état, c'est abîmé, il y a des néons dégueulasses partout, on mange des pâtes dégueulasses qui ressemblent à rien chez le chinois du coin, au pied et à l'ombre d'archéologie immenses, qui sont notamment des corporations. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup, parce que je l'ai revu il y a pas très longtemps. Bon, on y reviendra, moi j'ai pas du tout aimé le film, si on a le temps je reviendrai pourquoi. Mais sur les décors, ça m'a fait penser à Total Recall aussi, on retrouve exactement cette esthétique, et c'est vrai qu'en plus c'est censé se passer en 2019, donc oui, 2019, ouais. C'était ça va arriver bientôt, donc c'était marrant de voir à cette époque comment ils imaginaient
le futur, avec toujours les mécanismes du passé, l'aspect très métallique et compagnie, un peu comme dans l'ambiance du steampunk. Exactement. Et Total Recall, au passage... Total Recall, c'est l'adaptation de Philippe K. Dick et d'un roman qui s'appelait Memories for Sale, Souvenirs à vendre d'ailleurs. Donc il y a des thématiques dans cette esthétique, il y a des thématiques sociales, donc c'est ça qui est intéressant dans le cyberpunk aussi, qui sont très présentes. Il y a la pauvreté, il y a l'hyperpopulation, il y a le libéralisme totalement échevelé avec ces corporations qui, dans ces films-là et dans cette science-fiction-là, remplacent les États d'aujourd'hui, très clairement. Le chômage, tout ce qu'on veut, effectivement. Et également, et ça c'est intéressant aussi, ce côté cyberpunk, transhumanisme avant l'heure, il opposait déjà, et ça c'est au cœur du transhumanisme, il opposait la technologie à la chair. Avec des factions, les gens, c'est bien, c'est pas bien, c'est quoi être augmenté, tout ça. Et il y avait déjà tout ça. Et ça, pour moi, c'est peut-être ce qui définit beaucoup toute cette science-fiction-là, que j'aime bien appeler anticipation d'ailleurs. Également, voilà, c'est vrai que on sait déjà un petit peu tout ça. On peut rapidement aussi revenir sur l'ambiance du film musical, là vraiment en 3 mots, avec une bande-son de Vangelis. Ou Vangelis, ça sert à rien d'en parler, je crois qu'il faut l'écouter, un espèce de rendu synthétique en mode mineur complètement désenchanté, avec un thème principal qui est aujourd'hui classique. Faut écouter également le thème de Blade Runner très rapidement, effectivement, pour en terminer sur ce sujet. Blade Runner, il vaut par ses personnages, notamment Rick Deckard, qui est le personnage principal, qui rappelle beaucoup des espèces de... ce qu'on disait tout à l'heure, d'anti-héros désabusés qu'on pouvait voir chez Chandler dans la littérature, comme Philippe Marlowe, par exemple, avec beaucoup de cynisme, un idéalisme un petit peu terni, quoi, quelque part, un petit peu abîmé. Un sale type en apparence. Rick Deckard, en apparence, c'est un sale type. On n'a pas envie de lui demander l'heure la nuit du tout. Et de toute façon, il n'a pas envie de nous la donner, a priori. Et c'est vraiment un peu le maître étalon des anti-héros d'anticipation qui suivront par la suite. Voilà, alors ce personnage, il est intéressant parce qu'il y a une idée géniale, bien sûr, dans le film. Blade Runner, sa mission, c'est de retirer, pour ne pas dire éliminer ou tuer, des réplicants, c'est-à-dire des humains synthétiques, et non pas des androïdes. Ça, c'est particulier à Blade Runner, ce ne sont pas des robots. C'est des réplicants, c'est des humains recréés pour travailler dans les colonies, faire des travaux de force, etc. On verra peut-être on verra plus tard comment ce sera. Mais voilà, et ça déconne de temps en temps chez les réplicants. Et quand les neurones ne se connectent plus, il faut les retirer. Terme pudique. Donc l'idée géniale, c'est qu'on s'interroge beaucoup sur le fait, est-il lui-même un réplicant ou pas? Le sait-il? Et Scott dissémine un petit peu des détails dans tout le film, des indices plutôt. Et ce qui est génial, c'est que chacun peut se faire sa propre idée. Alors on va me dire oui, mais il y a eu plein de montages différents du film. Alors moi, je défends beaucoup le tout premier montage, qui est aujourd'hui peut-être le moins aimé, avec la voix off, que je continue d'apprécier. Mais bon, c'est une Madeleine de Proust et je l'ai connue comme ça aussi. Et une fin géniale où on était complètement sur cette ouverture-là. Il y a d'autres montages qui font qu'aujourd'hui, on peut se faire une idée peut-être plus précise. Mais voilà, donc est-ce que lui-même ressemble aux cibles qu'il traque? Ça, c'est vraiment la question qui est au cœur du film. Oui, la dernière version qui date de 2007, qui est celle la plus proche, on va dire, de l'idée de Ridley Scott à l'époque, parce qu'on sait qu'avec la pression des producteurs, ils avaient fait une fin un peu plus happy end. Oui, et en tout cas, c'est vrai que et encore exactement, mais c'est celle en tout cas qui laisse le plus de suspense, qui donne des petits indices comme tu as dit. Et à la fin, voilà, la scène se finit, on sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Ça laisse justement la place à l'imagination. C'est une grande fin ouverte pour moi du cinéma, effectivement, pour l'anecdote qui avait été filmée, qui avait été rajoutée pour donner ce happy end. Après le tournage du film, ils avaient piqué des stock shots, c'est-à-dire des plans restants de Shining. Oui, exactement. Sur les scènes de début de Shining, avec les scènes d'hélicoptère, avec les vues magnifiques sur ces arbres, quoi, sans la musique extraordinaire de Shining du début. C'est ça. On va conclure vraiment en 2 minutes parce que c'est important aussi. On a parlé des réplicants. Un tout petit mot, c'est des personnages qui sont particulièrement fascinants. C'est des personnages qui demandent à vivre, tout simplement, ou plus exactement, à ne pas mourir aussi rapidement qu'il est prévu qu'il meure. Ce sont les réplicants. Il y a une espèce d'une sécurité, c'est-à-dire qu'ils ont une durée de vie très réduite, 2 ans, 4 ans.
Et donc, les répliquants du film, traqués par Rick Deckard, sont très agacés, très embêtés, parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. D'ailleurs, c'est très annonciateur, parce que, comme tu as dit, ça parle vraiment de transhumanisme, mais aujourd'hui, avec les technologies comme l'intelligence artificielle, les sociétés qui sont à la pointe là-dedans, à la Baidu, Facebook, Google, commencent à s'interroger sur les manières éthiques et de la capacité à pouvoir mettre des protections dans les programmes, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça se développe tout seul au final, et du coup, se posent des questions qui étaient déjà, on voit Bien que sûr. la réalité rejoint évidemment la fiction, et c'est très intéressant de se dire que déjà à l'époque, on avait déjà imaginé que les robots allaient évoluer, et d'où l'importance d'avoir cette protection pour se protéger. Et oui, et effectivement, c'est vrai que c'était cette idée d'obsolescence programmée, Oui. d'une espèce de safe check, quoi, qui est vraiment intégré à l'organisme ou à la machine. Voilà, les répliquants, ils veulent pas ça. Donc voilà, le film est vraiment centré là-dessus. Il y a une héroïne également féminine dont le nom m'échappe. C'est Rachel, bien sûr. Voilà. Effectivement, Rachel, c'est pareil. Elle nous fait complètement retomber aussi. Elle fait un écho complet au film, de grands films des années 30, 40, 50. On est vraiment dans le Grand Sommeil. On est dans le Faucon Maltais. Elle a une dégaine dans le film, ou plutôt un look entre Audrey Hepburn, Ava Gardner. Enfin, c'est un personnage qui est assez fascinant déjà physiquement. Effectivement, Sean Young, une actrice que j'aime beaucoup, qui a été massacrée par Hollywood malheureusement. Mais bon, voilà, elle a fait un très très bon polar, une excellente série B d'ailleurs avec Kevin Costner qui s'appelait Sens Unique. Mais c'est un petit peu ces deux faits de gloire, on va dire, ces deux films-là. Voilà, donc ce personnage féminin, elle est une répliquante, on le sait. Rick Deckard va s'y attacher. Et effectivement, pour revenir à ce que tu disais, Émeric, le happy end qui avait été imaginé à l'époque nous laissait penser qu'ils allaient peut-être malgré tout pouvoir convoler un petit peu. On ne sait pas pendant combien de temps. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, ça fait très. Enfin voilà. Enfin, je sais pas si on a le temps de donner un peu son avis sur le film, mais très rapidement. Moi, je l'ai vu vraiment tardivement, donc j'ai pas grandi avec ce film, mais je l'ai trouvé magnifique pour ses décors, comme tu disais. C'est vrai qu'à l'époque, enfin voilà, je trouve que ça n'a pas vieilli. C'est toujours aussi magnifique. Enfin, il filme vraiment ses décors, mais c'est un petit peu aussi le défaut, c'est que à part justement filmer les décors, je trouve le film moi un peu plat avec plein de clichés comme les Stockholm Deep et compagnie. Et du coup, c'est très contemplatif, c'est très dark, mais du coup, moi je trouve que les scènes sont longues et on ne sait pas dans toutes les scènes. Enfin voilà, depuis évidemment, vu que c'était la référence à plein de films, on parle du 5e élément, Matrix, plein d'autres films. De Shell aussi. Exactement. Donc du coup, c'est vrai que ayant vu ces films après, voilà, le fait de revoir l'original, on se rend pas compte, on peut pas donner il peut pas y avoir le choc initial. Non, voilà, exactement. C'est pas possible. Donc du coup, il y a que, vu que évidemment ça a énormément évolué, on se retrouve avec des scènes que je trouve longues, un peu contemplatives, et de jamais savoir réellement qu'est-ce qu'il est en train de nous mettre à l'image, comme voilà, c'est un peu le défaut malheureusement que je lui trouve. J'ai pas été emballé par ce film pourtant culte. Ouais. Mais je pense que ça doit être. Je serais curieux d'avoir votre avis. Ensuite, je pense que c'est une question de contexte et il faut le voir à une certaine période. Il faut en tout cas se remettre du fait que voilà, c'est un film qui a été effectivement donc annonciateur et fondateur pour tout un genre cinématographique qui a suivi derrière, effectivement. Mais voilà, et ça reste, voilà, rien que pour ça, au moins, c'est au moins un film à voir. Pour sa culture. Pour sa culture générale, au moins. Quoi. Même si, effectivement, des choses en vieilli, je trouve qu'il a quand même une esthétique qui fait quand même un peu années 80, très néon en même temps, exactement. Mais qui est très plaisant. Mais qui reste très plaisante aujourd'hui. Et juste sur ta critique, je reprends juste 3 secondes parce que moi, j'appliquerai cette même critique à son successeur, Blade Runner 2049, et je trouve que ce qui sauve le premier en termes de rythme, c'est que c'est un polar avant tout. Et qu'on suit l'enquête malgré tout. Alors on va écouter une petite musique. Écoute, c'est toi qui as choisi d'ailleurs. Oui, alors on va écouter Like Tears in the Rain, qui fait écho à un passage de Blade Runner avec le personnage principal Roy Batty, et c'est le groupe suédois Covenant.